Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo sur la deuxième partie des combats, avec des combats qui vont se révéler décisifs pour la suite de la guerre de Vendée. Donc on avait laissé la précédente vidéo après la bataille de Saumur, qui a été un point culminant pour les Vendéens. Donc les chefs vendéens décident de marcher sur Nantes, et ils avaient envisagé aussi de peut-être d'aller sur Paris. Au final, ils se concentrent sur Nantes et ça va être la première opération conjointe entre Charette et l'armée catholique et royale. Donc Charette, ils ont un plan établi. Donc Charette doit attaquer avec des canons par le sud, Bonchamp par l'est et Catelino par le nord. Ce qui se passe en fait, c'est que l'armée catholique et royale est retardée entre Ancenis et Nantes par des accrochages, et il était convenu que l'attaque se déroule à 2 heures du matin. Donc à 2 heures du matin, Charette commence à entrer dans la danse avec ses canons, alors que l'armée catholique n'est pas encore là. Donc il y a un problème de synchronisation entre les deux armées qui va poser un réel problème pour la suite de la bataille. Donc malgré tout, Catelino, qui connaît très bien la ville parce que c'était un marchand et du coup il la connaissait très très bien dans les moindres détails, arrive avec un certain nombre d'hommes vraiment au cœur de la ville. Il semble à un moment que la bataille puisse être gagnée parce que les troupes républicaines commencent à fuir route de Vannes. Mais le souci, c'est que il y a une erreur tactique de la part de Stofflet et surtout Prince de Talmont, qui, au lieu de laisser fuir les troupes républicaines, commence à les attaquer donc depuis la route de Vannes, depuis l'ouest. Et les troupes républicaines se réfugient donc à l'intérieur de Nantes et sont obligées de combattre jusqu'à la mort. Catelino arrive place Viarme, mais il se fait avoir par un franc-tireur. Et donc au final, la bataille est perdue. Le, la blessure grave de Catelino décide du sort de la bataille en grande partie. Au final, les Vendéens se replient sans avoir pu prendre la ville. Ce qui aurait été d'ailleurs vraiment un ancrage très important parce que ça leur aurait ouvert la porte de la Bretagne. Et la Bretagne était vraiment acquise aux idées royalistes, donc ils auraient pu soulever, soulever les Chouans, ce qui aurait pu changer le cours des événements. Mais donc ils sont perdants au final. Nantes, grand port et ville clé pour tendre la main aux insurgés bretons, est sous le feu des canons de Charette dès la nuit du 29 juin. Charette fait seul donner son artillerie, et il s'impatiente d'être sans nouvelles des autres divisions vendéennes. C'est ici que le destin va basculer, à cause du retard pris par les colonnes d'assaut de Catelino. En milieu d'après-midi enfin, celui-ci est en vue de la cathédrale Saint-Pierre. En avant les gars! En ce jour de la Saint-Pierre, délivrons son église! Un franc-tireur vise le général des brigands. Le saint de l'Anjou est mort. C'est le cri de la panique et le reflux vendéen. Jacques Catelino ne mourra que 2 semaines plus tard, un 14 juillet, à Saint-Florent-le-Vieil, où il fut transporté. On avait tardé à extraire la balle de plomb mâchée par le franc-tireur, et la gangrène avait gagné. Par la suite, alors que l'armée catholique et royale est retenue aux environs de Nantes, donc, Westermann va en profiter pour gagner tout d'abord la bataille de Parthenay, puis prendre Bressuire et traverser tout le pays insurgé
avec une colonne de 10 à 15 000 hommes. Et c'est assez grave parce que c'est la première fois que une colonne, enfin que des troupes s'engagent aussi loin dans le territoire vendéen, vu qu'ils vont arriver il va y avoir la bataille de Châtillon. Et Châtillon, c'est vraiment le quartier général des Vendéens, presque, on pourrait dire. Et donc, il va prendre Châtillon avec ses cavaliers. Donc, Westermann et ses colonnes, en fait, ils prennent les Vendéens par surprise. Au niveau des chefs, il reste assez peu de monde. Il reste Lescure et la Roche-Jacquelin principalement. Et en fait, ils prennent Châtillon assez vite parce que les paysans, en fait, c'était pas des militaires et ils étaient très enthousiastes en général, quand il s'agissait d'attaquer l'ennemi, euh, dans la mesure où leur chef était à la hauteur. Par contre, quand ils se faisaient attaquer, souvent ils étaient assez peureux et donc là, ils se font prendre par surprise et ils refluent en désordre. D'ailleurs, la marquise de la Roche-Jacquelin a des mots assez forts dans ses mémoires. Je rappelle au passage que c'était pas la femme de, de Monsieur de la Roche-Jacquelin. En fait, c'est en seconde noces qu'elle a épousé le frère de la Roche-Jacquelin, mais elle était mariée à Lescure en fait. D'ailleurs, elle a des mots assez élogieux sur Lescure, mais où on peut voir en fait l'intégrité d'ailleurs de ses mémoires, et c'est pour ça en partie qu'elles font référence. C'est que elle fait donc même si effectivement elle met un peu sur un piédestal son mari Monsieur de Lescure, et d'ailleurs Monsieur de la Roche-Jacquelin aussi, elle elle fait preuve souvent de franchise, alors parfois sur les massacres qui sont assez rares mais qui ont pu avoir lieu de républicains. On verra plus tard dans des vidéos que la plupart du temps il y a eu beaucoup de beaucoup de miséricorde de la part des chefs vendéens. Mais donc quand il y a des massacres de la part des Vendéens, elle le dit, et en plus elle fait preuve vraiment de franchise. Euh, Par exemple, elle parle quand elle a peur, elle le dit très ouvertement, et il y a une vraie sincérité qui transparaît de ses mémoires. Donc là, par exemple, ce qu'elle dit: il faut bien qu'ici ma bravoure brille dans tout son éclat, d'autant qu'à cette époque j'étais peu aguerri. Toutes les fois qu'il y avait quelques batailles, comme elles étaient presque toujours à portée d'être entendues dans la Vendée, c'était un spectacle touchant de voir toutes les femmes, les enfants et tous les hommes qui étaient restés tomber à genoux et prier Dieu dans le plus profond silence tant que le combat durait, et se relever en criant Vive le roi. Le jour de la bataille de Châtillon, nous entendîmes bientôt les coups de canon se rapprocher avec vivacité. Nous vîmes que la déroute était notre partage. Je me mis à courir de toutes mes forces, n'étant qu'à une lieue et demie de Châtillon. Je passai vite la rivière de la Sèvre à ma lièvre. Je courus toute seule dans une métairie que je ne connaissais pas. Je m'y fis habiller en paysanne des pieds jusqu'à la tête. Je choisis même tous les vêtements les plus déchirés et je rejoignis maman et tous les habitants de la Boulée que j'avais laissés passant le pont. En Vendée, c'est Westermann qui sévit, le sabreur qui s'est illustré le 10 août 1792 dans la prise des Tuileries et les massacres qui s'ensuivirent. Pendant que l'armée des insurgés est encore autour de Nantes, il a son plan, sa méthode. Un village brûlé terrifie plus que la vue de 100 cadavres. Et mieux vaut les deux. Un raid rapide, de part en part, avec une colonne de brûle-tout, renouvelant les mêmes scènes de terreur, massacres et incendies. Le martyre de la Vendée recommence. Et il ne fait que commencer. Brûler au passage le domaine de Lescure est un évident plaisir pour celui qu'on surnomme le boucher de la Vendée. Il n'épargnera pas non plus le repère des La Roche-Jacquelin, la Durbelière, livrée aux flammes. Donc l'armée vendéenne qui avait été surprise va se ressaisir de manière assez spectaculaire.
Il faut savoir que Westermann attendait en fait une contre-offensive, mais venant de Cholet. Et ce qui va se passer, c'est que les Vendéens vont attaquer par l'ouest, enfin sud-ouest, au niveau d'un moulin qui est donc vers la Sèvre, entre Malièvre et Châtillon. Et donc les Vendéens sont menés par Monsieur de Lescure. Et ils vont complètement affoler les Bleus. Et de la même manière qu'ils ont été surpris 2 jours auparavant, ils vont faire fuir Westermann et toutes ses colonnes. Et ça va au final devenir une éclatante victoire, vu que sur 10 ou 15 000 cavaliers de Westermann, il va en rester que 300 qui vont réussir à s'enfuir. À Châtillon, capitale des insurgés, À la République! Westermann peut arroser sa victoire Prosit! avec sa légion germanique. Loin d'imaginer que les divisions vendéennes sont en train de rameuter à marche forcée. Armes, brigands! Surpris, les Bleus seront culbutés, chassés, et Westermann ne devra son salut qu'à la vitesse de son cheval. Donc il va y avoir 3 combats. Donc là on arrive sur les mois de juillet-août 1793. Il va y avoir 3 combats sur Luçon, donc qui est vraiment au sud, c'est des Grandes Plaines. Et par 3 fois les Vendéens vont être battus. Et surtout la troisième bataille, le 14 août 1793, va être une bataille où il va y avoir beaucoup de morts. Il faut savoir que après la mort de Catolino, Monsieur Delbé avait été nommé généralissime, et c'était pas forcément le plus qualifié. D'ailleurs, même lui voulait pas, en était conscient. Madame de la Roche-Jacquelin a des mots assez durs sur le rôle de Delbé dans la défaite de Luçon, enfin le troisième combat de Luçon. Monsieur de Charette et de Lescure furent chargés de l'aile gauche, Monsieur Delbé du centre, Monsieur de la Roche-Jacquelin et Monsieur de Marigny de l'aile droite. La déroute fut complète, par 1000 raisons que je vais expliquer. Primo, l'aile gauche se mit en ordre et se rangea en ligne le plus possible suivant le plan. Mais le centre n'arrivant point assez tôt, elle fut obligée de rester en panne pendant 2 heures. Monsieur de Charette et de Lescure commencèrent le combat avec une impétuosité sans égale, renversèrent les ennemis, prirent 5 pièces de canon. Le centre aurait dû donner sitôt que les Bleus avaient commencé à plier, mais au lieu de cela, le désordre le plus complet y régnait. Monsieur Delbé n'avait donné le plan de la bataille à personne. Donc ça va être vraiment un coup d'arrêt pour les Vendéens qui vont donc perdre toute ambition vraiment sur le sud de la Vendée et qui vont se retrouver un petit peu acculés. Ils vont essayer un petit peu de faire des coups d'éclat. Donc il y a une seconde bataille à Thouars, donc Thouars qui avait été reprise par les Bleus sans combat. Donc elle était républicaine et pour se donner un peu d'air, il va y avoir une action de la part de Lescure. Mais c'est plus une escarmouche en fait, donc même si au final ça pourrait être vu comme une défaite vendéenne, ça va être plutôt intéressant parce qu'en fait ils vont tellement leur faire peur qu'il y a beaucoup de nouvelles troupes en fait qui vont refuser, enfin qui vont être assez terrifiés à l'idée d'avancer dans le pays insurgé par la suite. Donc voilà, ça c'est à l'est, du côté de l'est. Et après, il y a de nouvelles troupes qui arrivent, donc les troupes les Mayenzais, donc qui est réputée pour être la meilleure armée d'Europe à l'époque. Donc c'est une troupe de la République jacobine qui a été défaite à Mayence et qui a promis de... Donc ils ont été assiégés dans Mayence et ils ont accepté de quitter les lieux
et ils ont juste dû faire la promesse de plus livrer de bataille contre les puissances coalisées contre la République française. Et ils sont envoyés en Vendée, donc c'est des troupes d'élite qui sont envoyées en Vendée. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs... Enfin, les taux commencent à se resserrer sur les Vendéens, en particulier vers le sud. Les troupes de Mayence vont arriver vers le nord. Et là, on va vraiment arriver à un point où il faut déjà sauver la Vendée, quoi. Et donc, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, qui va arriver très vite. Merci pour votre attention.